aura une durée de 7 ans, au lieu de 7. 1967, dont la réélection tous les 7 ans ressemble à une formalité, sous la pression de la rue, promet d'aller vers plus de démocratie. Le Gabonais a envie d'assurer ce bien-être. Philosophe, savant africain, de citoyenneté gabonaise, c'est M. Jean Bédel Mabika. Nous l'invitons sur ce plateau pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui, comme moi, vivons dans la confusion. Confusion des faits et confusion de termes. Nous allons parler des derniers événements que le Gabon a connus, principalement l'événement du 30 août 2023, où les militaires gabonais ont décidé de restaurer les institutions du Gabon. Est-ce un coup d'État? Est-ce une révolution de palais? Nous allons essayer de diviser avec notre invité, si présent. Mais je pense que pour mieux fixer le décor, nous allons demander, comme l'on dit dans nos traditions, au diseur d'une vête de lui-même raconter l'épopée d'une vête. Monsieur Jean Bédel Mabika, Gabonais pur sang, mais tu n'appartiens plus au Gabon, tu appartiens à l'universalité, tu appartiens au monde. Effectivement. Mais avant d'y arriver, qui êtes-vous en réalité? Merci, monsieur le journaliste. Ces questions que vous posez sont des questions de grande importance. Bien évidemment que se présenter, c'est une chose qui devient brûlante pour les Gabonais que nous sommes eu égard à la situation que vous avez évoquée, notamment la dernière présidentielle que le Gabon a connue. Bien, je ne connais pas, j'allais dire que je vais peut-être m'approprier les termes du professeur Albert Ongoza, puisque ce dont il a parlé, à savoir Gabonais normal, ça fait tache d'huile. Eh bien, je suis moi aussi un Gabonais normal. Le père gabonais, le mère gabonaise, et en lignée, arrière-grand-père, etc., tout le monde est gabonais. Alors, pour ce qui est de mon parcours, puisque c'est qu'il y a le plus important, j'ai fait mon CP1 et mon CP2 à l'école publique de Sibon, que tout le monde connaît, c'est du côté du PK5, je crois, pour ceux qui se connaissent Libreville. Ensuite, mon père, qui était chrétien catholique, a souhaité que je puisse fréquenter dans une école catholique, mais dans son village. Il m'a donc envoyé à Moabi, c'est là-bas où j'ai fait l'OC1 à l'école catholique Saint-Kizito. J'ai passé une année, et ma mère a souhaité que je puisse revenir parce que l'école était très loin du lieu d'habitation. Donc je suis revenu à Libreville, le CE, j'ai fait à l'école publique de Sotika. Donc comme vous voyez bien, tout mon parcours jusque-là primaire, c'est dans les écoles lambda, les écoles de tout le monde. Le CM1 et le CM2 à l'école publique de la Cité Médiane, soit dit en passant, lorsque je suis en classe CM1, j'ai eu une affaire intéressante avec la RTG de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait un journaliste, Casimir Zécois, qui a initié une émission, Les Petits As. L'émission avait pour sens, pour but de détecter les génies au sein du peuple gabonais, les jeunes génies, pour en faire éventuellement des valeurs plus tard à partir d'un encadrement optimal de l'État. C'était dans les années 80. Absolument. Les Petits As, c'était le titre. Je suis donc passé à cette émission-là et ça a été une très très grande prestation à l'époque. Pour vous faire rire, je ne savais même pas comment me tenir devant le micro, c'est sur place que j'ai appelé. Est-ce qu'il fallait se rapprocher, reculer, etc. Voilà à peu près.
Donc, la 6e, la 5e partie de la 4e, c'était au lycée national de Yamba. Ensuite, je suis allé à nouveau à l'intérieur, à Mouabi, partie de la 4e, la 3e, la seconde et la première au lycée d'État de Chibanga. Puis, je suis revenu, je vous passe l'essentiel. Vous savez que la formation, bon, elle est ainsi qu'elle est. Les enseignants sont des hommes, avec leurs difficultés, avec leurs peines, qu'ils transposent parfois sur le terrain de l'enseignement. Mais nous essayons justement de comprendre cet état d'esprit. Ce qui fait que j'ai donc dû, alors que je passais régulièrement en classe de terminale, venir ici à Libreville et j'ai passé ma classe de terminale, on va dire, on appelle ça le Carrefour Lascar, et il y a une école là qu'on appelle Saint-Delta, Saint-Rita. Voilà. Et là, pour vous faire rire, lorsque je m'inscris, c'était en classe de terminale, Monseigneur Inyanga, c'était le fondateur de cette école, il arrive, il était très très méticuleux. Aujourd'hui, il est décédé, il a regardé, mais tiens, cet élève, il a classe première, il passe en terminale, ok. Et lorsque je m'inscris, il y avait un bac blanc. Je suis sorti premier à ce bac blanc. Il a dit, c'est pas possible qu'un élève qui vient de la classe de première puisse être premier. Surtout qu'en fait, il y avait une élève, je vous passe son identité, qui avait déjà raté le bac à 9 reprises et qui était donc régulièrement première lors des compositions. Monseigneur Inyanga n'a pas compris qu'elle soit battue. Et donc, il va m'exclure le temps de vérifier que j'étais bel et bien un élève de classe de première au lycée de Chibanga, le passage en terminale. Voilà, puisque le bulletin l'indiquait quand même. Sauf que, en fait, à Chibanga, ce qui s'est passé, c'est qu'à la rentrée, un enseignant assez mal intentionné a voulu que je puisse passer les tests. J'ai dit, mais enfin, comment l'élève qui passe régulièrement en classe de terminale peut-il passer les tests? Bref. En tout cas, M. Inyanga, le temps de vérifier, je suis resté chez moi, continuant à me préparer. Et lorsque je reçois l'information, nous sommes pratiquement en Fermeville. Et je reviens, il y a le deuxième bac blanc, je suis premier à ce deuxième bac blanc. J'ai passé le bac, je suis admis d'office. L'université, je vais à l'UOB, l'université Omar Bongo de Libreville, donc qui est une université publique. Je m'inscris au département de philosophie, je fais mes classes dans ce département et je termine là. À l'époque, il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, le master, peut-être le doctorat aussi, ça s'arrêtait en maîtrise. Donc j'ai obtenu une maîtrise de l'université Omar Bongo avec la note 17 sur 20, donc la mention très bien. Et comme j'ai coutume de le dire, les titiller les uns les autres, lorsqu'on m'entend parler, c'est évident. Il y a d'autres, quand ils disent qu'ils ont obtenu telle note, ils sont brillants, on a l'impression que c'est un peu douteux. Mais moi, c'est évident. Et ce qui était intéressant dans ce département-là, c'est que nous avions des enseignements de sciences, notamment la biologie, qui était exactement la même biologie que était enseignée en faculté de médecine à l'époque. D'ailleurs, notre professeur y intervenait, en faculté de médecine, Jean-Rémy Paria, feu, aujourd'hui décédé. Et on avait un enseignement de psychologie générale. Vous savez que la psychologie fait partie justement des formations connexes dans la médecine. Et à côté de cela, il y avait un enseignement de philosophie des sciences, en dehors des canons proprement philosophiques, comme philosophie générale, métaphysique, etc., philosophie africaine. Et donc, cette formation a été une formation de très grande valeur. Au passage, je dois quand même relever le fait qu'il y avait quand même un enseignement de sociologie générale aussi. Et donc, voilà ce qu'a été pour l'essentiel la texture de ma formation. Mais à l'époque, j'avais déjà compris toute la nécessité de ne pas établir une rupture avec ce qui s'annonçait comme être la langue du millénaire suivant, donc le 3e millénaire. Eh bien, l'anglais. Je m'étais inscrit à l'époque au Centre culturel américain, j'y prenais des cours, il y en a qui m'embêtaient en disant que j'étais un élève de bibliothèque. C'est vrai que j'avais une bibliothèque immense, c'était très important chez moi, mais la soif de la connaissance me poussait justement à regarder, à rechercher. Et je remercie certains donc, de mes enseignants qui m'ont permis, moyennant bien sûr que j'avais besoin de certains ouvrages qu'on ne pouvait pas ici, et lorsqu'on mettait de l'argent à leur disposition sans problème, eh bien, ils rapportaient les ouvrages. Donc, en fait, pour dire que je suis un Gabonais, non pas simplement normal, c'est pas tant ce qui m'intéresse, un Gabonais qui sort des milieux modestes. Un milieu modeste, pourquoi? Parce que les structures sociétales qui sont les nôtres, depuis la colonisation occidentale en général ici en Afrique, mais aussi la néocolonisation, eh bien, tout n'a pas toujours été simple. Vous savez que lorsque un pays
met en place un ensemble de mécanismes pour ne pas permettre à ce pays de s'émanciper. Et donc, il appartient parfois aux parents, comme nous sommes désormais aujourd'hui, ce que nous avons eu par le passé, aux enseignants qui jouent aussi le rôle de parents, de nous booster pour que nous puissions comprendre que nous sommes des citoyens et demain, nous avons, quelles que soient les difficultés, nous avons à les surmonter. C'est tout simplement ce que j'ai fait. À l'époque, justement, dans les grands débats à l'université de Maromo, comme dans toutes les universités africaines, ces débats sont désormais accentués aussi. L'accent était mis sur la relation entre l'Égypte pharaonique comme étant ce pôle de connaissances négo-africains qui a préparé l'Afrique dans la maîtrise des savoirs, des techniques et des technologies anciennes. Si nos ancêtres, nos ascendants ont été capables de faire quelque chose de très grand dans les sciences, les techniques et les technologies, même si nous sommes en retard aujourd'hui, nous avons le devoir, nous, génération actuelle, je dis lorsque j'étais plus jeune, en fait, c'est le discours que je tiens là, concerne davantage les populations les plus jeunes. Okay? Les jeunes compatriotes ont donc le devoir d'aller beaucoup plus loin que là où nous sommes allés, d'aller beaucoup plus loin que là où nos ascendants sont allés, puisque notre sortie du marasme du sous-développement est fonction de nos propres efforts. C'est pour cela que la question que vous abordez présentement, plus généralement, celle qui consiste à évoquer le processus de démocratisation en cours dans notre pays, est une question centrale, parce que sans la liberté, eh bien, un peuple aura du mal nécessairement à s'affirmer comme peuple. Ok, nous avons compris, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais ce que je retiens, c'est que vous êtes un pur produit des établissements de seconde zone dans le sens structurel. Absolument. Mais l'évidence, c'est que pour avoir des émeraudes, du diamant et de l'or, il faut aller dans le... Et vous avez fait vos armes, vos premiers pas dans des établissements moins structurés, mais où la connaissance existe. Nous vous remercions pour cet état d'esprit et surtout pour faire valoriser les enseignements aujourd'hui ou les établissements aujourd'hui qui pensent que l'élite se trouve ailleurs qu'à côté de chez eux. Bon, soit. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les événements du 30 août. Avant ces événements, je vais si vous permettez, monsieur le journaliste, pour dire un peu, pour dire que je fais comme ça prendre un exemple qui va tous nous amuser sans doute. Il y a plusieurs années, des journalistes français ont décidé de faire des reportages sur les meilleures universités du monde. Ils ont commencé, ils sont de ci, de là. Lorsqu'ils sont arrivés à Cambridge, vu la réputation de l'université de Cambridge en Angleterre, qui constitue avec l'université d'Oxford, les deux universités anglaises qui font partie des meilleures de la planète et qui ont fourni au monde plusieurs prix Nobel. Les journalistes ont été choqués de constater que les bâtiments étaient modestes. Ils vont dire au président de l'université, ce qu'on appelle l'université de Cambridge, c'est ceci, c'est un bâtiment modeste. Et voici la réponse du président de l'université. Oui, c'est vrai que ces bâtiments sont bien modestes, mais l'université de Cambridge a obtenu un nombre de prix Nobel très largement supérieur à ce que toute la France a obtenu. Qu'est-ce à dire? Simplement que ce qui était modeste, à mon sens, c'était simplement les structures, c'est-à-dire les bâtiments. Par exemple, lorsque j'apprends, je suis en classe de CP1 et de CP2 à l'école publique de Sotigal, eh bien, c'était des établissements blanches. Pas comme une mesure à ce qui pouvait se passer en France, ce qui pouvait exister en France, au Japon, etc. Mais en termes de contenu, eh bien, le contenu était très sérieux. Parce que les enseignants étaient très bien formés. Secondaire, c'est la même chose. Au supérieur, je peux me permettre de dire, hein, au niveau du Gabon, le problème se trouve ailleurs. Les enseignants du supérieur de l'université au Maroc n'ont pas un problème de niveau, en général. Okay? On peut trouver peut-être une ou deux briques égaleuses, mais en général, le niveau est là. Le problème se trouve dans l'incapacité de certains, peut-être par rapport à notre microcosme, d'être parfois objectif dans l'évaluation, etc. Mais dans le rendu, eh bien, il n'y a pas de problème. Et donc, l'étudiant qui décide de s'approprier le savoir qui lui est transmis, de creuser exactement comme les enseignants le disent, en essayant d'approfondir par lui-même, eh bien, il n'aura absolument rien à envier avec ce qui se passe ailleurs. La preuve, c'est que, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été formé à l'université au Maroc, mais au niveau mondial,
rares sont les auteurs de très haut niveau qui sont en ligne. Pourquoi? Parce que j'ai publié 3 ouvrages de physique en 2022, 2 ouvrages de physique théorique et un ouvrage de physique nucléaire. L'ouvrage de physique nucléaire a obtenu 5 étoiles d'or, 5 étoiles rouges. Et ce qui est intéressant, c'est à partir des institutions de référence différentes. L'ouvrage de physique théorique, le premier, les véritables fondements de la physique moderne, eh bien, après 1 à 2 mois de sortie, il a obtenu 5 étoiles rouges, à la fois du côté du Portugal, mais aussi du côté de l'Espagne. Ça ne s'est jamais vu dans toute l'Afrique. Donc, à partir de moi, eh bien, l'université Omar Bongo peut effectivement prétendre être une grande université. Et c'est pour cela, justement, que ces institutions de référence qui ont considéré la cotation, après avoir lu le contenu, ont compris qu'il n'y avait rien d'autre à faire que reconnaître l'efficacité, le contenu. J'ai aussi publié un ouvrage de sciences historiques, c'était le tout dernier, et je suis heureux de vous annoncer que cet ouvrage, qui a plus de 500 pages, a lui aussi obtenu 5 étoiles rouges, qui est le sommet de la cotation. Donc, voilà, en termes de cotation, eh bien, on ne peut pas trouver mieux. Voilà ce qu'il faut dire. Donc, un petit pincement au cœur quand même. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nos grands héros de la science, de la connaissance, ceux qui nous encouragent aujourd'hui encore, que nous avons élevés justement au niveau du Panthéon, je veux dire le professeur Cheikh Anta Diop, qui nous a quittés à son âme en 1986, mais aussi le professeur Théophile Obenga, son meilleur disciple, brillant savant, il n'y a aucun d'entre eux n'a obtenu une seule étoile. Je crois que ça ne devrait pas laisser pantois les connaisseurs. Mais pour le Gabonais lambda, et pour beaucoup, c'est une découverte qui devrait revitaliser les esprits des enfants sortis des milieux modestes. Absolument. Pour penser que l'avenir se trouve en soi-même. Absolument. Mais avant, puisque vous-même, vous avez occulté un peu ma première question liée aux événements du 30 août 2023, vous me tendez la perche pour moi aussi esquiver, pour rebeloter sur la même question. Oui. Nous y reviendrons. Absolument. Mais est-ce que c'est tout ce parcours qui fait de vous le savant du XXIe siècle? Comme je le disais, il y a... D'abord, est-ce que c'est vrai que vous êtes le savant reconnu par la communauté scientifique mondiale comme... Chacun peut le vérifier, il suffit d'avoir... Vérifier quoi? Je voudrais que ça sorte de vous. Mais bien sûr. Êtes-vous le savant du XXIe siècle reconnu par la communauté scientifique internationale? C'est ça. Puisqu'en fait, je vous ai parlé des étoiles rouges. Ça, ce n'est plus une plaisanterie, c'est incontestable. Alors, vos différents ouvrages, vous avez commis... J'ai commis un premier ouvrage en 2014. Vous avez commis 7, non 8, je crois. Oui. Parce que votre premier ouvrage a été édité au Gabon. Ok, mais l'éditeur faisait fabriquer ses ouvrages en France. Le titre, et d'ailleurs, il parle de lui-même. Ok, le titre, c'est le Gabon, civilisation puissante. Cet ouvrage... Gabon, civilisation puissante. Il y a un sous-titre. Antiquité puissante. Ça nous intéresse. Pardon? Ça nous intéresse à partir du titre. Le Gabon, c'est le Gabon, virgule, civilisation puissante. Antiquité brillante, présence dans le monde moderne et contemporain. Comme pour dire qu'il y a de grandes civilisations de l'Antiquité qui sont connues, mais celle qui était oubliée jusque-là, c'est la civilisation gabonaise. Dans l'Antiquité, le Gabon en tant que civilisation était bel et bien présent. Et la particularité, c'est que ces civilisations qui ont brillé dans l'Antiquité, je vais penser par exemple à la civilisation des Remontokam, il faut bien dire cela comme cela, celle de l'Égypte ancienne. Mais pourquoi? Parce que, excusez-moi, au passage, c'est que le mot Égypte, les Égyptiens anciens ne le connaissaient pas. Ils ne se faisaient pas appeler Égyptiens. Il est temps que les Africains soient sérieux avec eux-mêmes. S'ils veulent se réapproprier leur propre histoire, eh bien, ils doivent revenir à la manière dont leurs ascendants, leurs ancêtres, donc nos ancêtres, désignaient leur propre pays. Eh bien, quand vous prenez la Bible, Psaume 105, ok, verset 27, j'espère que vous n'avez pas oublié, comme 105, Psaume 105, verset 27, l'Égypte est appelée pays de Cam. Et quand on prend l'ouvrage du professeur Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques, publié en 1967,
en sa première édition, et il a été réédité en 1993, le professeur Cheikh Anta Diop précise, comme je venais de le signifier, que les Égyptiens ne connaissaient pas le mot Égypte. Ils appelaient et le mot égyptien pour se désigner eux-mêmes, ils l'ignoraient. Ils se désignaient eux-mêmes par Remutu Kam. Mais c'est vrai que les gens disent Remetou. En réalité, il y a eu le colloque du Caire en 1974 qui a attesté sur la base des travaux du professeur Théophile Obenga, qui a démontré que d'un point de vue linguistique, toutes les langues négro-africaines sont beaucoup plus proches de l'ancien égyptien. Par conséquent, parce que le problème de l'ancien égyptien, c'est que les mots s'écrivaient davantage avec des consonnes sans mettre les voyelles. Ce qui fait que tout le travail des égyptologues à ce niveau-là consiste à rechercher la vocalisation, donc par insertion des voyelles. Ok? Eh bien, donc le terme Remetou c'est R-M-T-W, le W c'est lié en OU parce que c'était la caille, prononciation c'est OU. Donc les égyptologues ont choisi de prononcer Remetou. Mais lorsque nous écoutons un savant égyptologue africain, afrodescendant si vous voulez, on va dire africain, exactement pour rester fidèle à lui-même, pour moi, à la fois guadeloupéen, français et camerounais, donc le professeur Lucere Kalala Omutunde qui nous a quittés l'an dernier, et il disait que la traduction de Remutu, c'est les hommes parfaits. Vous savez parfaitement que quand on parle de langue bantou, muntu, mot, par exemple, enfant, bot, ok, muntu, mais finalement, s'il dit homme parfait, quand nous mettons de côté le terme parfait, il y a quand même le terme homme qui est là. Donc ça veut dire que la vocalisation de Muntu, c'est Muntu. Maintenant, il y a le re d'attaque. Or, il se trouve qu'il y a justement une variante dialectale du Mériou-Yipounou, c'est-à-dire les Chira ici au Gabon. Et son fonctionnement a tendance à mettre un re d'attaque. C'est-à-dire que, je vais dire par exemple, Papa Biteke. Les écharpes vont dire Papa Reniter. Donc là, les autres vont dire Mot et ils vont dire Remonte. Donc ça veut dire qu'on peut se référer par exemple à cet élément qui est tout à fait particulier, qui est proprement africain, si tant est que les langues négro-africaines peuvent être considérées comme étant centrales dans la vocalisation du pharaonique. C'est pour cela que moi je préfère dire Remuntu, parce que justement on retrouve le Muntu dans toutes les langues bantou, le re d'attaque en ici, Remuntu Kam. Et nous avons Kam d'ailleurs ici au Gabon, on avait un ancien royaume qui s'appelait bien Royaume de Kam. C'est dommage que les historiens parlent de Kam. Bref, cette vaste parenthèse, c'était pour dire que finalement, nous avons quand même quelque chose à dire, pas nous simplement en tant que peuple gabonais, non, mais en tant que peuple africain, et que chacun ait à l'esprit l'idée selon laquelle, eh bien, chaque pays, chaque État africain de notre époque, c'est son pays, c'est son État. C'est pour cela que lorsqu'il y a des situations difficiles comme celle des coups d'État et autres, okay, il est un peu malheureux que certains de nos frères, issus d'autres pays, puissent tirer à boulet rouge sur le peuple gabonais, alors qu'ils n'ont pas étudié la civilisation de ce peuple en profondeur. Il y a des écrits, il y a des textes qui sont là, qui permettent de comprendre justement ce qui s'est passé, cet événement. S'agit-il d'un coup d'État? C'était votre question, n'est-ce pas? Ou plutôt une révolution de paix? Je crois. Voilà. Alors, donc... Je crois. Oui. Je vous arrête parce que le temps qui nous est imparti s'est épuisé sur votre simple présentation. Ok. La question, je la reformule autrement. D'accord. Opération des militaires du 30 août 2023 au Gabon, grossier mensonge ou vérité? Ce sera le terme de notre prochaine rencontre. À bientôt. Qui chante la même chanson, c'est un peuple uni. Gabon des aïeux, des génies, de la terre, des eaux, du soleil, de la parole. Le Gabon éternel, le Gabon.